Mesdames, Messieurs, donc je vais vous inviter à prendre rapidement place pour qu'on puisse commencer ce forum qui s'annonce passionnant. En tout cas, on a eu l'occasion déjà un peu d'échanger avec les intervenants que je ne vais pas tarder à vous présenter. Et croyez-moi, c'est vraiment un enjeu important. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'anime ce débat? Tout simplement parce que je m'appelle Stéphane Menu et que donc il fallait trouver une petite accroche voilà. Et donc c'est la seule justification de ma présence. Donc les cantines au service d'une politique alimentaire locale, donc le menu et l'addition, la montée en puissance salutaire d'une alimentation plus saine positionne la cantine scolaire, service public facultatif, au commencement d'un cercle vertueux destiné à entraîner l'ensemble du territoire dans le mouvement. L'objectif d'offrir une alimentation saine aux enfants implique une plus grande maîtrise de l'approvisionnement en produits locaux et de lutte contre le gaspillage. Ce mouvement, par extension vertueuse, déborde l'assiette de l'enfant pour modifier les habitudes de la population. Mais la hausse des coûts, l'inadaptation des règles de la commande publique, le respect difficile dans les délais impartis des normes issues des lois Egalim et Climat Résilience nécessite un accompagnement de plus en plus fort de l'État auprès des maires désireux d'aller dans cette direction. Les 427 projets alimentaires territoriaux favorisent la structuration des filières locales, la cantine étant l'un des principaux débouchés, et mobilise des moyens pour lutter contre la précarité alimentaire et participer à l'éducation à l'alimentation durable des habitants. On va voir comment les maires font pour aller aussi dans ce sens-là. Ce forum est coprésidé par Maïder Arostegui, coprésidente donc, maire de Biarritz, qui multiplie des initiatives pour aller vers plus d'autonomie alimentaire. Et le groupe de travail alimentation et restauration est aussi coprésidé par Gilles Perrol, qui est adjoint au maire de Montsartou, dans les Alpes-Maritimes, qui est une ville qui est très régulièrement citée pour ce qu'elle fait donc depuis des années dans ce domaine-là. Plusieurs intervenants suivront. Il y aura aussi Emmanuel Gazelle, qui est maire de Millau, Maxime Cordier, vice-président d'Agorès et responsable de la production des repas à Fontenay-sous-Bois, Isabelle Dubois, présidente de la communauté de communes de la Dombe, et Suzelle Boucher, qui est adjointe au maire de Saint-Paul de la Réunion, et François Beaupère, coprésident de l'association Terres en Ville, en charge du collège des chambres d'agriculture. Bref, vous avez bien fait d'être ici avec nous. Je vais appeler à cette... Hier, c'était un soleil un peu plus jaune. Là, il est rosacé en quelque sorte. À cette tribune, donc Maïder Arostegui et vous-même, Gilles Perrault, oui, tous les deux, vous êtes coprésidents. Il faut habiter donc en quelque sorte cette nouvelle fonction. C'est un duo qui se découvre. Il manque éventuellement un troisième micro pour qu'on puisse, si c'est jouable, mais je vais venir vous le chercher. Voilà. Donc pour qu'on puisse. Alors, je suis responsable de la ZAPET aussi. C'est une nouvelle responsabilité qu'on vient de me donner. Alors, est-ce que... Ouais, ben voilà, donc on y est. De quoi on va parler déjà, Madame le maire, et en quoi, effectivement, la cantine, aujourd'hui, la restauration scolaire est le levier qui permet d'avoir une politique d'alimentation territoriale efficace? On va parler d'un sujet qui est transverse et qui touche beaucoup de questions, qui touche bien sûr la restauration, l'alimentation, c'est-à-dire la santé, les enfants, c'est-à-dire le futur aussi, et le développement des territoires, puisqu'on parle d'agriculture, donc en fonction de nos différents territoires. Moi, je suis donc au Pays Basque, et le Pays Basque est regroupé dans une communauté d'agglomération qui est une des plus grosses en France, qui comprend 156 communes, et au cœur de laquelle, j'essaye de tourner, je sais pas, je vais peut-être faire la poupée qui tourne, mais c'est compliqué d'essayer de regarder. Voilà, donc on l'année essaye prochaine, peut-être qu'on va... Voilà. J'aime bien un peu regarder tout le monde quand je parle, donc c'est vrai que c'est assez désagréable, mais bon, voilà, je vais tourner un peu. Et donc l'idée, voilà, c'était aussi de vous parler de la politique agricole qu'on mène au Pays Basque, au sein de la communauté d'agglomération Pays Basque, en faveur d'une agriculture bio durable, de petits producteurs, et sur lequel une de nos problématiques, c'est de maintenir nos maraîchers, sur lequel il n'y a pas de... si je puis dire, c'est extrêmement compliqué pour de jeunes maraîchers de s'installer, de maintenir l'activité. Et donc, parler des cantines, c'est aussi parler du maraîchage en ville, mais également dans des territoires ruraux comme au Pays Basque. Donc, on travaille avec la communauté d'agglomération sur ce sujet-là. Voilà, ça c'est en intro. Et on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce que fait la commune.
Mais on fait 50-50 avec, Enfin, avec on fait Gilles, hein. 50-50. Juste une petite question. Moi, ce que vous vouliez prendre vous êtes la coprésidentière, vous avez la possibilité éventuellement d'orienter les débats comme vous le souhaitez. Ça fait partie de vos C'est prérogatives. ce que je viens de faire. D'une certaine manière. Juste quand même, on a des représentations un peu journalistiques comme ça, ou qui ont, voilà, qui ont la peau un peu dure. On voit Biarritz comme une station balnéaire, peu préoccupé finalement par ce genre de volonté d'aller de mettre en place une politique alimentaire ou autre, avec un maraîchage peut-être qui n'est pas à la hauteur des espérances. Est-ce que ça se structure différemment selon les territoires, ce qui tombe sous le sens? Alors il y a le cliché, enfin en tout cas d'une belle station touristique, balnéaire. Mais je vous rappelle quand même qu'on est au Pays Basque, j'en parle souvent. Et les Basques, nous avons à cœur de préserver notre territoire et bien sûr nos habitants. Donc cette réflexion de la préservation de l'environnement qui passe à travers ce qui nous baigne, c'est-à-dire l'océan, donc la pêche aussi. Elle est au cœur de notre action. Donc, quand on parle de développement durable, voilà, c'est dans nos gènes. C'est pas forcément visible dans un affichage politique, mais en tout cas, ça se palpe au niveau du quotidien dans toutes nos actions. Et l'alimentation, enfin, tout ce qui touche autour de l'alimentation, la pêche est au cœur de notre action. C'est aussi ce qui nous a donné l'occasion de faire quelque chose d'extrêmement courageux et un peu gonflé. On a dépensé pratiquement 2 millions d'euros pour acheter un terrain qui était fléché sur du logement. Et Dieu sait si le logement aujourd'hui est une priorité. C'était enclavé, les riverains n'en voulaient pas. D'ailleurs, pour de très bonnes raisons. C'était un ancien verger, un ancien terrain qui était destiné dans des quartiers extrêmement urbanisés à produire de l'alimentation. Et donc, on a sauvé ce terrain. Et aujourd'hui, on y a une association qui fait de l'éducation à la production de légumes. C'est l'association Biodiversité. Donc on a mis ce terrain à disposition et on vient y faire de l'éducation et du partage de connaissances avec nos petits-ouns. Merci beaucoup, Mme Rostering, pour ces premiers propos. Gilles Perrol, l'ADN forcément de Montsartou, est-ce qu'on peut rappeler le début de l'histoire finalement? Il remonte à quand ce moment où on bascule et on se dit, ben voilà, Montsartou aujourd'hui c'est ça, grâce à... Vous n'allez pas me rajeunir. En fait, nous, le premier déclic sur la qualité alimentaire comme enjeu de santé et de développement durable, c'est la crise de la vache folle en 1998. Quand du jour au lendemain, on nous interdit de servir du bœuf aux enfants au risque de les rendre malades parce qu'on les avait nourris avec des farines animales. Et ben nous, on a basculé au bœuf bio du jour au lendemain à cette époque-là. Et tranquillement après, on a changé la qualité nutritionnelle de nos menus pour, en 2008, décider de passer au 100% bio. Au moment du Grenelle de l'environnement, qui prévoyait 20% de bio en restauration collective pour 2012, ça rappelle la loi Egalim un peu, hein, et on voit qu'on en est loin encore aujourd'hui. Mais nous, on s'est dit, si le bio est important pour la santé et pour l'environnement, c'est pas à hauteur de 20, c'est à hauteur de 100%. Et en fait, en 4 ans, on y a réussi sans dépenser plus. Et en fait, simplement en retravaillant ce que l'on fait chaque jour, en ajustant les portions pour diminuer de 80% le gaspillage alimentaire et financer ce surcoût du bio qui est effectivement un peu plus cher. Vous avez cette jolie formule que les journalistes adorent en disant, je suis allé, c'est vous j'espère, je suis allé chercher 20 centimes dans les poubelles. Oui, ben c'est ça, hein, le gaspillage alimentaire. Tous dans nos cantines, on jette tous les jours de l'argent. Alors nous, on n'en jette plus que 30 grammes par jour, ouais. Mais la moyenne nationale, c'est 124 grammes par jour qu'on jette. Qu'est-ce que c'est ces 30 grammes qui résistent à Montsartou? C'est lesquels? Je pense qu'à la maison, vous faites pareil. Il y a toujours l'appétit des enfants et puis la petite marge de sécurité. Si un jour, ils ont plus faim que les autres, qu'on ait de quoi les nourrir. Donc, viser le zéro, c'est très compliqué. Par contre, diminuer de 30, 40, 50% le gaspillage alimentaire, c'est très simple. C'est très simple. Et je pense, moi, c'est ce que j'ai beaucoup dit au nom de l'AMF l'année dernière, au moment de cette crise d'inflation du coût de l'alimentation, où tout le monde se demandait comment on allait tenir nos budgets. Ben, il faut peut-être, c'est le principe de la résilience, c'est-à-dire ce choc d'inflation devait nous pousser à modifier notre manière de travailler. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter trop fortement le tarif des familles ou de baisser la qualité, ben non, il faut aller chercher l'argent dans la poubelle, dans la diminution du gaspillage alimentaire,
Dans la diversification des protéines, hein, on sait que maintenant, il y a un repas végétarien obligatoire par semaine. Rien n'empêche de passer à 2. Nous, à Montsartou, on est à 50% de repas végétariens. Et un repas végétarien fait maison, c'est 2 fois moins cher à produire. Donc, c'est aussi une source de recettes. C'est bon pour la santé et c'est bon pour l'environnement. Donc, c'est 3 fois bon. Donc, il faut y aller. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger de viande. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Mais quand nous, on achète de la viande, c'est de la viande de très grande qualité, d'éleveurs de la région, mais seulement un peu plus cher. Donc, pour se la payer, on en mange moins souvent. Est-ce que toutes les communes, tous les territoires français sont, entre guillemets, péatisables? Est-ce que oui, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une bonne excuse quelque part d'un maire qui peut dire moi c'est impossible à mettre en œuvre? Non. Alors, toutes les communes, je suis un grand défenseur des PAT communaux. Hein, puisque, alors je ne sais pas si l'ancien sénateur Marchand est là, il m'avait dit qu'il serait peut-être là, je sais qu'il est sur le salon. À un moment, on pensait que les EPCI, les agglos, les comités de communes étaient le bon niveau des PAT. Moi, je suis convaincu qu'il faut, il faut un PAT communal et il faut un PAT au niveau intercommunal, c'est évident. Il faut qu'ils travaillent en synergie, en complémentarité. S'il y en a un, il y en a, nous, dans les Alpes-Maritimes, on a un aussi au niveau départemental. Et en fait, on travaille ensemble et chacun dans nos compétences. Donc oui, évidemment, les plus petits villages de 100, 150, 200 habitants, ben, ça se fera plutôt au niveau de la communauté de communes parce qu'on ne peut pas quand même au niveau de... Puis il n'y a pas les agents pour travailler, mais oui, il peut y avoir des PAT partout. Ça permettrait d'aider, dans une logique un peu de péréquation en quelque sorte, les communes qui auraient plus de difficultés à mettre en place ces PAT ou une politique alimentaire telle que vous le faites. Voilà. Frédéric Marchand, c'est sénateur qui arrive après que j'ai parlé de lui. Ouais, c'est vrai. C'est bien, il avait peur. Il y a des replays, hein, vous savez, de tous ces forums sur la. Non, donc vous aurez la preuve. Je parlais des PAT communaux, vous imaginez bien, et que j'avais réussi à vous faire un petit peu évoluer sur. Ouais. Bon, on ira voir. On pourra en parler, mais je crois que c'est hyper important. Pourquoi les PAT communaux? Parce que ce sont les PAT qui sont au contact de la population. Nous, les maires, on est au plus près de nos habitants. Et les PAT, ils doivent aussi permettre de changer la manière de s'alimenter, aller vers une alimentation plus locale, plus durable, plus biologique, un nouveau régime alimentaire, hein, moins carné. Nous, on a réussi à le faire à Montsartou. 71% des habitants ont changé leurs habitudes alimentaires et ça diminue de 26% l'impact carbone de notre alimentation. Et en plus, c'est bon pour la santé, comme je l'ai dit. Donc voilà, et ça, au niveau d'une communauté d'agglomération, c'est plus compliqué parce que les services sont éloignés des habitants. Il faut cette proximité. Il y a un débat là-dessus, intercommunalité, commune, chez vous? Non, chez nous, c'est pas. D'abord, il est communal, donc la question est réglée. Dans ce que dit Gilles, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye d'être vertueux, d'abord vers les parents. Moi, j'ai des nouvelles populations qui viennent de métropole et qui sont extrêmement exigeantes vis-à-vis des menus, de l'équilibre des menus. On a beau faire des choses qui nous paraissent équilibrées, bonnes, durables, bio, des fois les enfants, ils n'aiment pas trop. Et donc c'est intéressant, je trouve aussi, de travailler, comme on se l'a dit tout à l'heure, de travailler aussi avec les enfants, de permettre aux enfants de venir voir la nourriture, de les faire venir dans les cuisines centrales, quand on a une cuisine centrale, ou dans les cuisines, qui puissent aussi toucher la nourriture. Et c'est là aussi où on permettra d'éliminer ce gaspillage, en tout cas de le réduire au maximum. Faire des choses qu'ils aiment. Super. Porter, en tout cas, l'identité territoriale sur le plan alimentaire, c'est très important. Et vous le faites. Merci beaucoup. Donc, vous êtes censé, là, rejoindre... et vous avez un droit de visite quasi automatique. C'est comme les députés dans les prisons. Vous pouvez venir quand vous voulez. C'est vrai, en plus. À cette scène pour apporter votre commentaire. Oui, c'est vrai. L'image n'était pas très bonne. Premier temps de ce forum, donc avec la cantine, un levier vers une alimentation de proximité durable. La cantine a de nouveau la cote auprès de nos enfants. La restauration scolaire vit une grande révolution. Le prix des denrées augmente. La réglementation se durcit, même si elle va dans le bon sens. Seuil de produits de qualité et durable, dont bio, menu végétarien hebdomadaire, réduction du gaspillage alimentaire, interdiction progressive du plastique. Les maires portent le mouvement sans pénaliser les familles en difficulté pour la plupart. Ils attendent cependant un plus grand soutien de l'État.
On va en discuter avec vous, Emmanuel Gazelle, si vous le voulez bien. Vous êtes donc, y a le choix. Vous pouvez rester à votre place ou venir ici. Maire de Milhaud, vous avez ici donc un micro. Vous tournerez forcément le dos à quelqu'un lors de votre, moi aussi, peut-être. dans votre intervention. L'idée pour vous, l'approche, c'est de s'adresser directement à la fois aux aînés et aux enfants. Ça a été le choix. Comment s'est construit le projet autour de ces deux pôles, en quelque sorte ? Alors, tout ce qui a été dit, évidemment, je le partage pleinement sur la bonne idée pour l'environnement, la bonne idée pour également développer faire du développement économique et développer toute la filière maraîchage, production bio, circuit court, etc. Un aspect qui est aussi important, c'est l'accessibilité à tous de ces repas de qualité, de cette alimentation saine, de saison, bio. Alors ça a commencé il y a une bonne dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années même. Depuis combien de temps ? Depuis 2020. Mais oui, ça vient depuis loin, d'accord. En revanche, sur le mandat précédent, il y avait eu un petit ralentissement. Et là, depuis ce mandat, on a nous aussi pris l'engagement d'aller vers le 100% bio. Avec le plus de local possible. Et donc, on est passé en 3 ans maintenant de 20% à 61% certifié EcoCert, dont la moitié en local. Tout le monde sait ce qu'est la certification EcoCert, bien sûr, ici. Donc, pas besoin de le préciser de quoi il s'agit. Et ce qui nous semblait indispensable en même temps que cette volonté forte d'aller vers de la qualité, du local, du bio, c'était donc la rendre accessible à tous. Et donc on a aussi créé une tarification à partir de 1 € progressive avec un coefficient multiplicateur qui permet à chaque famille d'avoir un prix qui soit adapté à ses capacités financières. Et donc là, on a vu en 2 ans la première tranche monter de plus de 30%, les tranches 1 € et 2 €. Et puis globalement, la restauration, on a une augmentation du nombre de repas de 25%. D'accord. Donc c'est assez énorme. Là aussi, il faut ensuite que la cuisine centrale arrive à monter aussi en charge. On est à 1500 repas jour. Milhaud, c'est 22 000 habitants au cœur de l'Aveyron et du parc naturel régional des Grands Causses. Et on livre à beaucoup de communes alentours sous forme de prestations. Okay. Pour les aînés aussi. Voilà, les aînés, les aînés, on s'est dit, en effet, nos enfants, c'est l'avenir, vous l'avez dit, on le partage. C'est aussi toutes les actions d'éducation. Mais cette alimentation de qualité, elle doit être accessible à tous. Je l'ai dit tout à l'heure pour le coût, mais à tous et aussi en termes de génération. Et donc, notre restauration collective livre aussi les repas à domicile pour nos aînés. Et donc, on a introduit aussi là une tarification sociale qui se base aussi sur les revenus de chacun. Il y a le CCAS, qui s'occupe un peu de la... Non, c'est géré directement. Comment ça marche, le fonctionnement régie? C'est une régie, un budget annexe qui nous permet d'avoir cette politique extrêmement volontariste. C'est des moyens pour la collectivité. C'est un budget de 1,8 million sur... voilà. Quand même. C'est par exemple, ne serait-ce que sur l'achat des denrées, on est à 700 000 €. Sur ces 700 000 €, il y en a la moitié qui reste sur le bloc, sur le département de l'Aveyron. Donc c'est un encouragement là aussi à l'économie. Et les pitchouns de Milhaud, ils mangent donc les produits locaux et en face, quand ils rêvassent un petit peu entre midi et 2, ils ont la carte de l'Aveyron avec le nom des producteurs, voilà. Et donc du matin au soir, ils sont dans leur système, quoi, dans leur identité en quelque sorte. Tout à fait. Il y a aussi toute cette action d'éducation au bien manger, à la santé, aussi à connaître la provenance des produits qu'ils retrouvent dans leur assiette. Donc on fait aussi des dégustations et les producteurs qui viennent dans nos restaurants scolaires. Et en effet, il y a la carte avec le yaourt vient de là, le steak vient de là. Et donc tout ça, ça crée quand même vraiment un sentiment aussi pour les enfants que ce qu'ils ont dans l'assiette, ce sont des producteurs, ce sont des produits de qualité. L'éducation au goût, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que par exemple on travaille avec du pain bio 2 jours par semaine. C'est pas le jour où ils mangent le plus de pain. Mais petit à petit, en faisant intervenir les producteurs, ils comprennent aussi tout le process. Et donc, ça fait partie
ça fait partie de leur habitude. On s'adapte. Et moi, je vais tous les mois aussi Ouais. déjeuner avec eux dans un restaurant scolaire de la ville pour voir comment ils appréhendent tout ce projet. Tout ça, il y a aussi une face un peu sombre, c'est que régulièrement, vous piétinez la légalité. J'ai appris effectivement Pas jusque-là. que vous froissiez en quelque sorte les règles de la commande publique. Alors non, on reste dans les règles de la commande publique, bien entendu. Non. C'est vrai que c'est pas simple pour arriver à favoriser. C'est plus sincère quand on l'a préparé. C'est bon. Non, mais vous me me suivez pas. Je vais vous donner nos clés, mais on est dans la légalité, bien entendu. Mais en fait, pour arriver à privilégier le local dans la commande publique, on le sait tous, c'est quand même pas simple. Donc, c'est vrai que quand on rédige nos marchés, on les rédige avec la mise en avant d'une particularité d'un producteur qu'on connaît bien, par exemple. Voilà, de manière à ce que ce producteur puisse répondre. Bon. Intervention en urgence du coprésident face à la situation Non, mais juste pour renforcer la position de l'AMF sur cette problématique de commande publique, on avait mis dans les propositions de la dernière présidentielle l'exception alimentaire dans la commande publique. C'est vrai qu'il est aberrant de nous demander de porter des politiques publiques de relocalisation de l'agriculture et de nous empêcher de l'acheter, alors que la loi climat résilience prévoit qu'à terme, on doit approvisionner nos cantines à partir des PAT, sans pouvoir flécher la localisation. C'est schizophrénique. Donc, il faut effectivement qu'au niveau européen, la réglementation change. Il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place avec la Belgique et qui devrait, au mois de janvier, débuter. On sollicitera le plus de collectivités possible pour demander que 50% des marchés soient accessibles directement aux producteurs des territoires. On verra si l'Europe nous entend. Il faudra crier bien fort. Donc là, tout est dans la manière de rédiger pour le moment. Oui, alors l'idée, on travaille à plusieurs associations européennes là-dessus. L'idée, c'est que peut-être qu'on abandonnera le terme exception pour aller vers un nouveau cadre de la commande publique, ce qui sera plus entendable par la Commission européenne, mais qui gardera complètement le fond. L'idée, c'est 50% du marché accessible aux producteurs de nos territoires, parce que non seulement il faut qu'on se complique, nous, à contourner les marchés, mais eux, il faut qu'ils se compliquent à faire de l'administratif pour répondre aux marchés. Et les agriculteurs, ils ont autre chose à faire que de la paperasse pour répondre à nos marchés publics. Puis j'imagine que la problématique des circuits courts ne touche pas seulement que la France, que tous les pays européens sont confrontés aussi à cette nécessité. Tous les pays européens, pas tous de la même façon, parce qu'on a quand même un pays très agricole, donc on a beaucoup de production, donc c'est peut-être plus prégnant. Mais effectivement, de nombreux pays sont intéressés et on espère bien peser et que les villes de tous ces pays pèsent pour un nouveau cadre de la commande publique. Merci, Monsieur Perrol, d'être venu à ma rescousse. Autre chose à ajouter pour terminer? Peut-être encore pour promouvoir, s'il le faut, l'achat local, c'est que là, au moment où toutes les denrées ont pris grosso modo 20-30%, le fait de travailler avec des producteurs locaux, on a amorti beaucoup mieux cette augmentation parce qu'ils ont aussi conscience que c'est peut-être leurs enfants qui mangent dans nos restaurants scolaires et donc du coup la hausse des prix a été beaucoup plus mesurée avec cette proximité. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Voilà. Merci Madame le maire pour la maire ou le maire, enfin, je ne sais plus là, je sais pas. Je vais faire des statistiques parce que très bien. Écoutez, et je vous fais confiance puisque vous avez l'habitude de rédiger donc de la commande publique. Maxime Cordier, est-ce que vous pouvez rejoindre le cercle en quelque sorte? C'est la nouvelle dénomination ici. Merci d'être là. Vous êtes le vice-président. Faut pas, voilà. Comme j'ai oublié mes lunettes en plus. Donc... non, mais vous pouvez vous mettre là, mais comme vous le souhaitez. Vice-président d'Agores et responsable de la production des repas à Fontenay-sous-Bois. D'abord, présenter Agores. Oui. Derrière un élu, il y a toujours un technicien. Exactement. Ça va être l'objet de mon propos. Agores, c'est l'association de la restauration publique territoriale. On a 3 rôles et une identité. Notre premier rôle, c'est de créer un lieu d'échange de bonnes pratiques et de parangonnage et de partage entre les fonctionnaires territoriaux de la restauration.
Notre deuxième rôle, c'est d'être un soutien et d'être en lien auprès des élus. Et notre troisième rôle, c'est de représenter notre métier, nos métiers de la restauration collective publique et territoriale au sein des institutions, le CNA, le CNRC, le CESE et d'autres structures. Ces trois rôles sont quand même crantés à une identité. Notre association existe depuis 40 ans maintenant. Notre identité, c'est que nous sommes des fonctionnaires territoriaux et que la restauration est un domaine concurrentiel et commercial. Tous les élus ici que vous êtes le savent. Et notre association prouve depuis 40 ans que les fonctionnaires territoriaux savent faire aussi bien que les sociétés de restauration, voire même mieux. Et le but de notre association et notre identité repose là-dedans, dans donner les moyens et créer le lieu, le bon échange pour que les fonctionnaires territoriaux puissent répondre à ce service public qui justement répond à une attente du public. On est en pleine révolution dans ce domaine, donc j'imagine que pour vous, on va dire les techniciens, c'est la bonne... Oui, bon, oui, c'est les techniciens, hein, c'est les agents territoriaux qui sont amenés à régulièrement intervenir. Ils sont souvent confrontés comme ça à des élus qui arrivent avec une volonté de tout casser, de faire avancer les choses, et puis vous arrivez un peu en disant mais oui, mais on n'a pas ce qu'il faut pour aller au bout de ce projet. Est-ce qu'il y a cette discussion à la base, un peu tendue? C'est pas toujours ce schéma, ou c'est pas toujours dans ce sens-là. Il y a aussi des cas de techniciens qui ont des volontés mais qui font face à des élus qui, à l'inverse, freinent un petit peu ces objectifs-là. Un tango, ça se danse à deux. Donc, à un moment, vous pouvez avoir tous les élus que vous voulez qui sautent sur leur chaise en disant qu'il faut manger bio local. Si vous n'avez pas le technicien qui sait faire, qui sait aborder un tout petit peu la question de la commande publique là, mais qui sait traduire, mettre en musique orchestrée cette volonté politique techniquement et la faire passer au travers des contraintes financières, économiques, humaines, de gestion réglementaire, sanitaire, toute volonté politique va se heurter à cette réalité-là. Donc c'est l'objectif de notre association qui représente les fonctionnaires territoriaux, mais également dans toutes les collectivités, c'est de créer cette synergie, cette interaction, cette interface entre les élus qui appellent de leur vœu cette politique et qui d'une certaine manière s'y sont engagés auprès de leurs administrés, et de trouver la ressource en interne d'un technicien, d'une équipe de techniciens qui sachent faire. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter sur la commande publique? Oui, c'est un sujet capital. Et puis alors, je suis venu avec parce que je l'adore. Je voudrais vous lire une phrase. Et puis, je suis désolé de l'aspect cavalier de mes propos, mais peut-être vous faire deviner qui en est l'auteur. Favoriser la grande transition agricole européenne et laisser plus de flexibilité au niveau des pays pour organiser la vie des territoires et des filières, mettre moins de bureaucratie, accompagner de manière plus souple les filières partout où des choix qui restent des choix collectifs de terrain sont nécessaires. C'est un discours d'Emmanuel Macron. Je crois qu'on allait faire voter à Bruxelles. Non. Bon, en fait, l'illustration est là. C'est ce que Gilles Perrol appelait la schizophrénie. En gros, c'est le fait que le règlement, la directive marché et la directive européenne s'opposent à l'heure actuelle à une application simple de cette volonté politique qui consiste à territorialiser l'alimentation. Donc notre association Agores, encore une fois, parce que notre but de technicien est de trouver des applications juridiques et techniques audibles et réalisables, eh bien, nous travaillons justement à ce nouveau règlement européen pour une commande publique de nouvelle génération au sein de la directive européenne qui puisse nous permettre d'avoir 50% de nos achats, pas tout à fait, Gilles, je reformule, pas tout à fait accessible à tous, mais libre de procédure. S'il y a encore des excités des marchés publics qui souhaitent continuer dans cette liberté de procédure à faire des marchés publics, ils en font, mais ça laisse 50% des achats qui sont libres de procédure. Attention, la liberté de procédure ne veut pas dire de n'importe quoi et sans aucune règle. Donc on y travaille et on espère que la séquence qui a été mentionnée par Gilles sera productive avec la présidence belge. Je parle sous votre contrôle, 60% des communes sont en DSP? Oui, c'est un chiffre qu'il est difficile d'agréger, mais on serait plutôt 55-45 avec un effet francilien qui s'inverse. Oui, ouais, le coprésident. Voilà, pardon. Pardon.
C'est Après la dernière 45-55. enquête de l'AMF de 2020, on aura la prochaine très bientôt. C'était 40% en DSP et 60% Ah, ok. en régie. Exactement. Donc ça a changé alors. Et le chiffre s'inverse quand on est en Île-de-France. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de communes qui ne peuvent pas franchir le pas. Et c'est souvent lié, vous me l'avez dit, à l'absence tout simplement de techniciens, donc de fonctionnaires territoriaux, parce qu'il faut trouver quand même la perle rare pour mener ce genre de projet. Ou presque. Alors, c'est un travail d'équipe, hein. C'est Oui. pas que l'affaire d'un directeur de restauration, d'une directrice de restauration ou même de toute l'équipe. Mais c'est vrai que, d'abord, je l'apprends à aucun élu ici, la marque employeur de la fonction publique territoriale n'est pas forcément une marque employeur qui est très prisée de tous les hommes et les femmes qui sont sur le marché du travail, en particulier les métiers de la restauration. On a connu une période complexe, évidemment, avec la sortie de Covid, où les métiers de la restauration ont perdu beaucoup d'attractivité. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur la nécessité de trouver une équipe qui puisse orchestrer une politique, eh bien, concrètement, nous, à regret, on constate que c'est difficile. Quand vous cherchez un directeur de la restauration pour une collectivité, vous mettez 1 an et demi à le trouver. Quand vous cherchez des cuisiniers, moi, lundi dernier, puisque en tant que vice-président d'Agores, je suis bénévole au sein d'Agores. Moi, je suis technicien au sein de ma collectivité. Et lundi dernier, je faisais un entretien d'embauche pour un chauffeur-livreur qui est venu, qui n'avait pas de permis. Pour un chauffeur-livreur. C'est embêtant, ouais. c'est sûr. Donc comment vous avez fait Pour illustrer le fait que ouais. il faut, et c'est notre rôle parfois, on ne veut pas faire les rabat-joie, mais illustrer les difficultés des techniciens. Et c'est vrai qu'il y a encore 20 ans, on n'aurait pas eu, ou 15 ans, on n'aurait pas eu une discussion comme ça autour de la restauration collective et la restauration scolaire. Aujourd'hui, dans l'attente citoyenne et donc l'attente politique, parce que l'attente citoyenne, ça se traduit comme ça, le sujet de la restauration collective, de la cantine, de l'alimentation dans les territoires est devenu extrêmement important. Ça se traduit par la présence nécessaire de techniciens et il n'est pas simple de trouver des cuisiniers, de les fédérer, de les faire agréger à notre projet. Puis il faut mettre les pieds dans le plat, hein, c'est le cas de le dire. C'est mal payé. C'est bien payé par rapport Oui. Alors nous avons d'autres choses à faire valoir. Ouais. Quand on fait, moi j'ai travaillé dans la restauration traditionnelle. Quand on fait la coupure, quand on travaille le soir, quand on travaille le week-end, quand on a des enfants, c'est difficile. Voilà. Donc effectivement, on arrive avec des salaires qui sont moins intéressants, mais on arrive avec des horaires de 7-14. On arrive avec des week-ends qui sont libres. Et donc on fait valoir d'autres intérêts. Et puis il faut aussi avoir l'honnêteté de ne pas être trop angélique. On est tous là entre nous probablement sinon vous ne seriez pas venu à cette table ronde, mais on est tous un peu convertis sur l'intérêt. Croyez-moi, les hommes et les femmes qui tous les matins ouvrent la cuisine, conduisent le camion, reçoivent les produits, ils ne sont pas tous forcément particulièrement convertis à ça et passionnés du sujet. Ouais. Il faut les emmener avec nous. Et donc, il ne suffit pas toujours de sauter sur la chaise en disant « écoute, c'est super, on va faire du bio et du local ». Il faut aussi avoir d'autres intérêts, d'autres attractivités. Bien sûr. Emmanuel Gazelle, vous avez du mal, vous, à recruter dans vos cuisines Alors nous, à Millau, on a une grande chance, c'est d'avoir un directeur qui est militant. Qui est non seulement extrêmement compétent dans ce qu'il fait, mais qui partage pleinement les objectifs que la collectivité a fixés et qui est même force de proposition, qui est vraiment investi à 100%. Et donc je partage tout à fait ce qui a été dit, parce qu'en effet, il faut une volonté politique, parce qu'il faut des moyens pour agir. Mais il faut aussi un savoir-faire technique et la capacité à mettre en œuvre tous ces objectifs. Donc c'est vraiment ce binôme, ce duo qui fait que ça fonctionne. On va essayer d'aller un peu chercher quelques questions dans le public. Il est assez nombreux, je m'en réjouis. Est-ce qu'il y a un maire, un adjoint, une personne qui souhaite intervenir, poser une question ? Vous venez vers moi, ce que vous voulez.
Bonjour, Marianne Duranton, je suis maire de Morsan-sur-Orge et je suis aussi conseillère régionale chargée du bio et des circuits courts dans les lycées de la région Île-de-France. Et donc cette problématique, on la connaît tous à tous les niveaux, aussi bien dans nos cantines que dans celles des autres collectivités. On a tous ce souhait de pouvoir effectivement aller vers plus de bio et vers plus de circuits courts. La problématique, elle est surtout, et malheureusement je ne vois pas comment on y répond là, sur l'approvisionnement. Aujourd'hui, si on fait du bio qui vient du Pérou ou d'Amérique ou d'Afrique, ça n'a aucun intérêt. Il faut du bio local et il vaut mieux un bon produit local, un bon maraîchage local que du bio qui vient de l'autre bout du monde. Voilà, donc c'est une vraie difficulté et c'est une vraie difficulté, et peut-être que vous êtes en capacité de nous répondre, en termes d'approvisionnement et de marché public, puisque comme le soulignait monsieur, nous ne pouvons pas privilégier le local, donc il faut beaucoup de subtilité pour réussir à sourcer et permettre d'avoir justement de privilégier les produits locaux. Je comprends bien. On va vous répondre. Maxime Cordier, monsieur Perrol, même voilà. Peut-être déjà, la première réponse, on en parlera en deuxième partie, c'est les PAT. Les PAT doivent être un levier d'approvisionnement de la restauration collective, c'est évident. Maintenant, il faut voir aussi notre responsabilité en termes de gestion de l'urbanisme. Nous devons, et moi je viens de Montsartou, dans les Alpes-Maritimes, entre Cannes et Grasse, et on développe l'agriculture et on préserve et on multiplie les terres agricoles. C'est-à-dire quand on était avant 2012 à 40 hectares, on est à 112 et on va passer à 153 hectares classés agricoles. Donc on doit préserver des terres pour notre approvisionnement local. C'est aussi un enjeu de sécurité. Vous avez peut-être déjà entendu Stéphane Linou qui parle de cet enjeu de sécurité alimentaire sur nos territoires. S'il y a une rupture d'approvisionnement, on ne mangera plus. Donc il faut que ça soit notre fil conducteur de multiplier les capacités d'approvisionnement. C'est vrai qu'au jour J, si tout le monde passe au bio, il n'y a pas assez de production, on est d'accord. Maintenant, il y a des solutions, et à Montsartou, où il y a les Alpes-Maritimes, il y a quand même très peu d'agriculture aussi, et on a créé une ferme municipale de 4 hectares qui produit 96% des légumes que mangent les enfants. Villejuif, dans la région parisienne, vient de faire pareil avec une ferme à 150 km. Il y a des solutions. Maxime Cordier, puis il y a une autre question dans le public. Maxime Cordier répond d'abord. C'est une réaction de francilien aussi, puisque on n'est pas tous dans le cas de Montsartou où on peut réussir à préempter de la terre et à créer cette accroche avec le territoire. Et le cas francilien est comme ça. En plus, nous, on a beaucoup de terres et beaucoup de production agricole, mais elles sont très ciblées, elles sont assez monocultures. Et on connaît ça en Seine-et-Marne. Vous l'avez dit, il y a des solutions techniques en matière de sourcing. Moi, le juge du tribunal administratif de Melun m'a dit, monsieur Cordier, vous achetez ce que vous voulez, pas comme vous le voulez. Voilà. Donc, il faut l'humour en tout cas. Oui, très bien, on s'entend bien, on se voit régulièrement. Et donc, la technique, vous l'avez ciblée, c'est sourcer, c'est rédiger vos marchés, c'est trouver les moyens et former les techniciens, et ils ont la possibilité de le faire, non pas pour piétiner le code de la commande publique, mais pour l'appliquer de manière plus souple et plus efficace. Et donc, il y a des moyens. Aujourd'hui, la structuration des filières est en train de se faire parce que cette structuration des filières, elle répond à l'attente politique et à l'attente des techniciens. Maintenant, il est vrai que selon les territoires, il sera difficile de répondre concrètement à cette attente, et il faudra certainement revoir la copie à certains endroits. Et puis, des fois, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Merci Maxime Cordier. Monsieur, présentez-vous. André Rousset, le maire de Loris dans le Vaucluse. Super. Et le Luberon. Okay. On est à 95% bio local. On a le PAT du Luberon, et c'est vrai que notre modèle, notre lumière, c'est Montsartou et Gilles qui nous la montrent. Il suffit de suivre. Je veux dire, on ne va pas tous inventer l'eau chaude. Quel hommage, monsieur Perrol. Ils font tout bio et local de partout. Donc, il suffit de voir. Gilles, est-ce que tu peux nous dire au niveau des informations et de la formation tout ce que tu fais pour faire savoir les bonnes pratiques? Mais en 2 mots. Ça va prendre 2 heures. Non, juste l'essentiel. Merci de poser cette question. C'est un VRP de Montsartou. Merci André. Non, effectivement,
notre PAT, notre expérience de cantine est assez avancée. On fait beaucoup de partage avec les collectivités. Je vois d'ailleurs la maire de Digne qui était venue il n'y a pas si longtemps, et puis d'autres dans la salle. Donc, on accueille des collectivités pour partager notre expérience. Et avec l'Université Côte d'Azur, on a créé un diplôme universitaire chef de projet alimentation durable. Donc, à Montsartou, on forme pour les agents des collectivités. Donc, voilà, si vous voulez qu'on partage notre expérience avec vos collectivités, venez vous former avec l'Université Côte d'Azur à Montsartou et ça vous aidera à avancer plus vite. Merci Gilles. Deux questions ici. Alors, j'arrive avec le micro. Et après, on bascule. Courte si possible. Voilà, excusez-moi. Non, c'était juste. Donc, Boris Lemaire, maire de Questembert dans le Morbihan. On est 8000 habitants. On est en train de passer en régie pour l'année prochaine. Donc, il y a un travail sur les lots, en fait, à travailler le plus possible proche des besoins du territoire. Et en revanche, je rejoins la difficulté qu'on peut noter, c'est comment se fait la logistique. Et du coup, avec Questembert Communauté, la communauté de communes, on est en train de financer une étude avec une association de producteurs pour mettre en place une plateforme logistique paysanne. Parce que c'est un des éléments, nous, notre cantine, elle ne peut pas être complètement à la merci des difficultés de production. Et voilà, donc c'était juste le témoignage. Merci beaucoup, en tout cas. Allez-y, madame. Bonjour à tous. D'abord, Sylvie Billot, première adjointe au maire de Sainte-Marie, île de la Réunion. Et tout ce que vous dites me parle, voilà. D'autant plus que j'ai beaucoup participé au séminaire d'Agorès, etc. Et je fais aussi partie de cette filière. Pardon, excusez-moi, c'est le climat d'ici. Non, pas du tout, c'est ma voix. Non, oui. C'est juste pour dire que actuellement, on est, nous, commune de 40 000 habitants quand même, 4 500 repas jour. On va dire on est à la frontière du basculement entre la DSP et la régie. Nous sommes actuellement en régie et on a toutes les difficultés pour recruter du personnel qualifié. Je peux vous dire que suite aux recommandations de la DAF, nous avons une liste de préconisations à respecter. On nous a fermé provisoirement notre cuisine centrale parce qu'on n'avait pas de gens qualifiés ou alors du personnel que nous avons formé mais qui ne respecte pas tout le process. Alors, bien évidemment, les élus que nous sommes, nous n'allons pas faire à leur place, mais quelqu'un l'a dit il y a un instant, nous avons une obligation de par notre public et de par nos concitoyens. Donc, je peux vous dire que dès que je rentre... Ah non. Je regarde en même temps le temps de mon intervention. Voilà. Je voulais juste dire que ça fait environ 1 mois qu'on cherche un chef de production, qu'on cherche des cuisiniers, qu'on cherche des chauffeurs qualifiés qui ont le permis, mais voilà. Oui, mais peut-être pas tout. Et je peux vous dire que quand je vais rentrer la semaine prochaine, je vais commencer des entretiens d'embauche. Et c'est vrai que le système fait qu'on a quelques propositions de personnes qui veulent quitter la métropole parce que le soleil attire beaucoup, mais ça ne fait pas tout. Et nous avons aussi des exigences et pas beaucoup de candidats. Merci beaucoup, vous avez bien mérité ce petit verre d'eau offert donc par l'AMF. Il faut qu'on enchaîne, sauf même la coprésidente, vous avez tous les droits. Non, j'ai pas tous les droits, mais je voulais vous faire partager une expérience qui n'est pas vraiment la mienne, qui est celle du département des Pyrénées-Atlantiques, avec une expérimentation qui s'appelle Manger bio, manger local, et qui répond à l'interrogation de Mme Duranton et d'autres sur comment on se réapproprie le foncier et le foncier agricole. Alors, je vais vous lire parce que c'est les notes qu'ils m'ont données. Donc il y a la mise à disposition du foncier qui peut se faire via le bail rural, qui est le modèle le plus courant, ou alors la convention de mise à disposition. Vous avez également le prêt à usage. Vous avez également la régie agricole. Donc toutes ces solutions-là, en fait, supposent que vous achetiez le foncier. Il y a une vraie politique, c'est ce que disait, de rachat du foncier. Ce qu'on me met dans les notes, c'est qu'également les agriculteurs locaux voient ça d'un très mauvais œil parce que c'est de la concurrence déloyale. Mais il faut qu'il y ait une vraie volonté politique de tous les acteurs, en particulier de la région. On achète ou alors il y a une mise à disposition. Et effectivement, là, vous pouvez maîtriser
vous pouvez maîtriser la terre, le foncier, et au moins ça répond sur la partie maraîchage. Voilà, je voulais juste vous faire partager cette expérience de manger bio, manger local du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Maxime Cordier, 30 secondes. Vraiment garanti 30 secondes. Rebondir à ce que vous dites. Les techniciens, eux aussi, se réveillent dans cette attente-là. Ils se mobilisent. Là, je regarde, mais Sylvie Doria, et elle aussi, Agores, ce n'est pas la seule association de techniciens de la restauration collective. Il y a une autre association telle que Restoco, pour que personne ne soit seul dans son coin, pour répondre nous-mêmes en interne à cette attente politique d'être là sur le terrain pour mettre en lumière et mettre en œuvre et orchestrer toutes ces politiques-là. Après, moi, je suis un optimiste compulsif, donc je me dis qu'il se passe des choses et qu'il y a de l'attractivité dans nos métiers, que beaucoup de techniciens sont attirés, pas seulement par le soleil, mais sont attirés à donner du sens à leur travail. Et c'est le sens au travail, c'est le cœur du métier, avec l'impression que quand on est cuisinier, on n'entretient pas la maltraitance alimentaire qu'on voit parfois à la restauration collective. Donc j'aurais tendance à vous dire que les techniciens se mobilisent. Le rôle des élus, c'est d'attirer dans leur territoire, et le rôle des techniciens, c'est de donner du sens au travail. Merci Maxime Cordier. On enchaîne avec la deuxième partie de ce forum avec donc le plan alimentaire territorial. On a déjà parlé un petit peu, bien sûr. Un outil pour une démarche alimentaire locale. On compte près de 430 projets alimentaires territoriaux. C'est ça, je pense, sous le contrôle des deux coprésidents, au pointage du 1er avril 2023. Donc on peut imaginer que ce chiffre s'est un peu étendu. Alors comment se construisent-ils? Avec quels acteurs? Est-il possible d'en tirer un premier bilan d'une certaine manière? Les deux coprésidents ont là aussi voilà, vous faites un petit chapeau éditorial, comme on dit dans notre métier. Est-ce que voilà, les PAT, comment vous les sentez? Cette première, ça date de quand? Pour faire un petit historique. Les PAT, les premiers, ça date de... j'ai un trou de mémoire. 2014, hein 2014, hein, c'était Monsieur Le Foll, hein, qui avait porté la loi, dans le cadre de la loi agricole qu'il avait portée. Ça a été relancé par le gouvernement précédent, et ça a été accéléré, il faut bien le dire, par le plan de relance. Parce qu'on est passé d'une petite centaine à 400 en peu de temps, parce que des financements sont arrivés pour développer ces PAT. C'est un grand enjeu aujourd'hui pour l'AMF de demander au gouvernement de continuer à financer, parce que sinon ça va faire... Ça va redescendre, parce que sans personnel d'animation des PAT, des agents pour animer les PAT, ça ne peut pas... fonctionner. Et un PAT, c'est fait pour faire travailler tout le monde ensemble, tous les acteurs de l'alimentation sur un territoire, et ça s'anime. Donc il faut des animateurs de PAT. Et on attend une réponse du ministre, qui a eu 17% d'augmentation de son budget. J'espère qu'il y en a quelques pourcents quand même pour les PAT. Donc c'est pas un bidule, quoi, le PAT. C'est pas un truc comme ça où on a son PAT comme on aurait son... je sais pas quoi. Le PAT, c'est très concret. Ouais. C'est faire travailler ensemble sur le terrain les agriculteurs, les collectivités, les porteurs de projets, les transformateurs, les porteurs de projets alimentaires et la population, les habitants. Parce que c'est peut-être aussi commencer à inverser. On parle souvent de la fourche à la fourchette. Moi, j'aime bien parler de la fourchette à la fourche. Ouais. C'est-à-dire que le mangeur... Ouais. Il décide aussi de ce qu'il veut manger, la qualité de ce qu'il veut manger, comment il veut équilibrer ses repas, et qu'il y ait ce dialogue qui s'instaure entre les producteurs. Même s'il n'y a pas de pain tous les jours et les mangeurs. À la cantine. Mais si, ils ont du pain tous les jours, mais le pain, si j'ai bien compris, pas le même pain, voilà. Il faut qu'ils s'habituent au pain bio, qui est un pain au levain, un pain sûrement à farine plus complète. Ouais. Même le maire. Donc là-dessus, vous aussi, donc ça s'organise cette synergie des acteurs sur le terrain. Et le PAT est un des moyens d'agir dans cette direction. Sans PAT. Oui, voilà. Et on a fait du PAT sans le savoir. Sans le savoir, voilà. Comme donc certain, monsieur. On est à 54,4%
de bio et de circuits courts sur la commune. Et voilà, c'est un investissement aussi. Et c'est un investissement parce que je rebondis sur ce qu'a dit Emmanuel Gazelle. On a nous aussi fait des tarifs sociaux pour une partie de notre population et on est à 67 centimes d'euros pour les repas les moins chers et à 5,67 € pour les tarifications les plus chères en fonction du coefficient familial. Donc évidemment, ça veut dire que voilà, c'est un investissement pour la commune dans son budget que de pouvoir sanctuariser des sommes pour équilibrer et pour donner accès à toutes les familles. Parce que bien souvent, ça je ne vous l'apprends pas, vous le savez, des fois c'est le seul repas équilibré que les enfants peuvent avoir dans une journée, donc c'est encore plus important. Mais en tout cas, oui, c'est pouvoir faire participer tous les acteurs autour de la table. Et souvent, lorsqu'on en oublie un, ça ne marche pas. On pensait qu'on avait une bonne diététicienne. Et les parents nous ont dit non, ce qu'elle fait c'est pas bien. Oui, voilà, c'est pas. Heureusement que les parents sont là. C'est pas assez diversifié, donc voilà. Donc on a les parents en sentinelle et les enfants. Donc voilà, il faut vraiment, j'insiste. Donc on fait du management aussi pour la diététicienne. Bien sûr. Il a fallu lui dire. Et c'est voilà, mettre l'expérience client avec, comme on dit dans le privé, le client au centre de la réflexion. Et le client, c'est souvent l'enfant. Donc voilà, donc ne pas oublier l'enfant dans cette réflexion. Vous avez mangé, vous aussi Régulièrement, je vais manger. Et en général, la seule chose qu'on me demande, c'est quand est-ce qu'on a des frites. Voilà. Ben voilà. Hein. Les habitudes évoluent, mais quand même, il y a de grosses constantes. C'est bien les frites aussi, de temps en temps, c'est bien. Problème. Merci pour cet éclairage. Donc, pour toutes les communes qui n'ont pas de PAT, peuvent rester encore dans ce forum. On va poursuivre avec cette différenciation donc, des PAT. Isabelle Dubois, est-ce que vous voulez que je vienne vers vous ou est-ce que vous me rejoignez à cette tribune? Présidente de la communauté de communes de la Dombe, 36 communes, 40 000 habitants, plutôt rural, 2 villes-centres. Je vous laisse, c'est plus efficace, là on dirait Wikipédia, donc je vous laisse terminer la fiche technique en quelque sorte de ce territoire pour qu'on l'identifie bien. Très bien, alors moi je vais plutôt défendre le projet alimentaire, on va dire, à l'échelle de l'EPCI, bien évidemment. Pourquoi finalement, sans le projet alimentaire, vous auriez pu peut-être arriver au même résultat ou pas? C'est intéressant de voir avec ou sans. Alors c'est vrai que nous, notre projet alimentaire, il est vraiment récent, puisqu'on est parti d'une étude, d'un diagnostic de territoire en 2020, et là on commence effectivement à mettre des premières actions. Alors pour brosser un petit peu ma collectivité, c'est 36 communes, un peu plus de 40 000 habitants. La particularité, c'est que nous sommes donc pays aux 1000 étangs, puisque donc, notre territoire vient d'être également labellisé Ramsar, donc reconnu comme une zone humide à caractère international, donc vraiment en lien, en protection avec l'environnement. Et nous, on est parti d'un diagnostic de territoire, justement, par rapport à la restauration collective. Et voilà, on a 440 000 repas qui sont donc produits sur notre territoire. Et puis, les cuisiniers sont seuls dans leur cuisine. Et comment essayer justement de faire du lien, de l'expérimentation également, puisqu'on parlait tout à l'heure du foncier agricole. Oui. Le lien avec le projet alimentaire territorial et le foncier agricole, voilà, il a tout son sens. C'est important. Lorsqu'on a échangé pour préparer ce forum, vous avez insisté sur le foncier agricole. Est-ce que les éventuels concurrents déloyaux, le fait que finalement la communauté de communes vienne mettre un peu son nez sur le foncier agricole, suscite sur le territoire quelques débats? Quelques. Effectivement, pourquoi une collectivité vient de s'emparer du foncier agricole? Effectivement, on en parlait tout à l'heure en aparté avec mon voisin. On a des organismes, on a la Chambre d'agriculture, on a la SAFER, bien évidemment. Donc on m'a dit ce sont leurs rôles. Sauf qu'aujourd'hui, ni la Chambre, ni la SAFER n'a les moyens d'acheter. Donc on en parlait tout à l'heure. Et en tout cas, moi, par rapport à ce projet alimentaire, je me suis dit, il faut qu'on agisse bien évidemment sur le foncier agricole. Donc on a vraiment adopté une stratégie agricole en se mettant soit, on va dire, en barrage, parce que nous, notre problème, c'est que les fermes agricoles partent, alors je n'ai rien contre les chevaux, mais plutôt sur les équins, ou bien sur des gîtes, par exemple. Et moi, je veux vraiment garder mon territoire avec son foncier agricole. Donc, soit la collectivité se met en barrage et dit, bien voilà, nous, collectivité, on veut que ce soit un agriculteur qui reprenne cette ferme, et on travaille en lien avec la SAFER et puis la Chambre d'agriculture, ou bien, en dernier ressort, eh bien, on achètera.
puisque effectivement, il faut vraiment qu'on garde cette terre agricole. Donc, on s'est mis, alors nous, on s'est mis 500 000 € sur notre budget annuel, et de pouvoir effectivement œuvrer et acheter et installer, permettre en tout cas à des jeunes agriculteurs de s'installer. Ces forums sont très bien organisés. Il y a forcément une réponse à toutes les questions qu'on se pose. Donc je vais me tourner vers, je reviens, vous restez là, vers François Beaupère, qui est coprésident de l'association Terre en Ville, en charge du collège des chambres d'agriculture. Vous venez nous rejoindre aussi? Ah ben oui. Non, mais normalement vous auriez dû arriver un peu plus tard, mais je vous fais rentrer dans le cercle un peu plus tôt. Non, mais restez là, il n'y a pas de souci. Sur cette idée de communes comme ça qui rachètent des terrains agricoles, quelle est la perception globale des chambres d'agriculture là-dessus? Alors tout d'abord, je me présente quand même, coprésident de Terres en Ville. Qu'est-ce qu'est Terres en Ville? Oui, bien sûr. Une association qui a un petit peu plus de 20 ans et qui est une association de binômes de collectivités, plutôt agglomération urbaine, et de chambres d'agriculture. L'historique, c'était plutôt travailler sur les zones de conflit. Alors c'est vrai que maintenant on parle du foncier, on va y revenir après, plutôt comme territoire de projet. Mais c'était un peu comment travailler sur l'agriculture périurbaine, qui est souvent le prémisse de répercussions sur le rural après. Donc on est souvent sur les temps en avance sur les agglos. Et on a travaillé beaucoup après, et surtout depuis la loi 2014, sur les projets alimentaires territoriaux. Je rappelle qu'on est à peu près impliqué entre le réseau Terres en Ville et le réseau Champs d'agriculture sur l'animation, alors de peu ou prou, hein, mais sur 80% des PAT, parce que c'était vraiment, ça a été pour nous un lieu de démocratie alimentaire. Et comme l'a dit Gilles, si hier on partait de l'agriculture pour venir à l'alimentation, maintenant la plupart de nos réflexions parlent de l'alimentation pour venir à l'agriculture. Parce qu'on englobe un certain nombre de politiques, à la fois le foncier, on va y revenir tout à l'heure, le foncier, l'eau, et peut-être l'énergie demain. Et donc, on a besoin de partager ces enjeux. Et puis, entre les deux, mais vous l'avez dit aussi, et c'est important, dans la préservation du foncier et son orientation, c'est aussi tout l'aspect, et on y tient beaucoup, c'est le renouvellement de génération en agriculture. Donc, comment finalement préserver à vocation alimentaire, en proximité des agglos, ces territoires? Il y a plusieurs façons de l'obtenir, et vous avez raison, on peut travailler à la fois sur du partenariat, sur de la collaboration, avec de la contractualisation en lien avec le PAT. J'aimerais y revenir sur le PAT aussi après. Oui. Mais parfois, on ne trouve pas de solution, et finalement, je dirais entre moi, le PAT de mon agglo à Angers, où on a plutôt travaillé sur la contractualisation, et Toulouse Métropole, un de nos adhérents, où il y a une grande surface en régie. Je crois qu'il y a toutes les solutions possibles de la trouver sur le territoire. L'essentiel, et c'est l'instance du PAT, cette instance de réflexion qui rassemble tous les acteurs, qui doit nous permettre de trouver finalement le chemin, alors idéal, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour trouver une bonne gestion du foncier. Très bien d'avoir développé déjà ce point de vue, mais l'idée c'était de savoir en quoi les agriculteurs freinaient un peu des cas de pied ou des cas de fer face à ce type de rachat, par exemple, de foncier agricole. En quoi ils considèrent que c'est une... ça peut être un renouvellement pour eux. Enfin, j'imagine que le terrain est racheté pour que des agriculteurs... Voilà, mais complètement, on est sur de la transmission. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense que si on revient quelques années en arrière, avant de rentrer dans ces discussions, dans ces réflexions sur l'alimentation, quand une collectivité achetait du foncier, c'était souvent pour faire une emprise, pour du développement urbain. Et donc, nous, Champs d'agriculture et un certain nombre d'acteurs syndicalistes à nos côtés, étaient plutôt les deux pieds sur le frein pour donner un blanc-seing à une collectivité. Et donc, on bascule à la fois parce que, je ne sais pas le sujet d'aujourd'hui, je ne voudrais pas avoir du conflit avec le zéro artificialisation nette, mais c'est un sujet de préservation. Et donc, finalement, la moindre emprise de foncier pour le développement économique et habitat nous amène à porter aussi des réflexions plus positives ensemble. Moi, je dis toujours, toutes les solutions appartiennent à leur territoire. Une régie, c'est possible, mais elle coûte aussi à la collectivité. Enfin, il y a toujours des coûts cachés qu'il faut aussi savoir maîtriser. Et puis, je pense que chacun son métier dans la gestion. La propriété, vous avez raison, il y a un sujet. La gestion, elle doit rester aux agriculteurs, et c'est pour ça que j'encourage, derrière un projet alimentaire territorial qui ne doit pas rester qu'un concept, mais qui est allé
et je l'ai entendu par les très bons exemples tout à l'heure, des réels achats sur le territoire, eh bien, il faut aller à la contractualisation. Et la contractualisation, c'est pas toujours simple non plus, puisque code des marchés publics, les marchés à trouver, à mettre en œuvre, et ça n'est pas simple. Merci pour cette première intervention, François Beaupère. On reviendra vers vous un peu plus tard. Je vous reprends le micro. Voilà. Madame Dubois, au-delà du foncier agricole, il y a aussi des aides à la reprise des fermes, d'après ce que j'ai pu comprendre. On a même fait pousser des lentilles chez vous, d'après ce que là aussi j'ai pu comprendre. Cette stratégie finalement de rachat de terrain, c'est une manière d'avoir la main sur l'autonomie alimentaire que vous visez. Alors l'autonomie alimentaire, mais également, on va dire, la transition aussi sur les pratiques. Effectivement, la communauté de communes a eu une opportunité pour acheter un terrain agricole avec un étang et également donc la pisciculture pour nous est effectivement quelque chose de marquant sur nos territoires. Et puis on s'est dit justement il faut qu'on commence par quelque chose et sensibiliser les agriculteurs et bien leur dire la collectivité n'est pas là pour faire le travail à la place d'eux parce que voilà, les sachants, ce sont bien les agriculteurs et non pas les collectivités. Donc, au travers de cette parcelle de terrain, 7 hectares, nous avons fait 6 bandes pour voilà, un petit peu brosser le tableau. Et en travaillant avec des agriculteurs volontaires, sur cette parcelle de terrain, c'est de pouvoir mettre en tout cas de nouvelles cultures avec de nouvelles pratiques. Et effectivement, vous l'avez dit, nous avons eu l'année dernière des lentilles. Les lentilles poussent également dans la Dombe. Voilà, pourtant, c'est une zone humide. Oui. Mais effectivement, donc, ça nous a permis, ces lentilles-là, de pouvoir justement les donner dans les cantines où la restauration se fait sur place, mais également aussi avoir une action vers la banque alimentaire, bien évidemment. Donc voilà, c'est vraiment ce travail en lien avec les agriculteurs et je veux vraiment mettre cet accent-là. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais il faut bien que l'on travaille avec les agriculteurs. Merci Mme Dubois. Restez bien sûr dans ce forum et avec nous. Peut-être qu'il y aura d'autres questions. On va un peu accélérer et je vais vivre un grand moment. Puisque, hop, enfin, je devais vivre un grand moment. Je vais m'asseoir à côté de vous. Si ça ne vous ennuie pas, puisque voilà. Est-ce que je dis pourquoi je m'assieds à côté de vous ou pas? Vous allez le dire vous-même. Bonjour. Suzelle Boucher est avec nous, donc. Et Suzelle Boucher, elle est adjointe au maire de Saint-Paul de la Réunion. Et donc, elle va nous définir la stratégie alimentaire sur l'île de la Réunion au regard justement de ces spécificités liées donc à l'insularité. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je sursois à l'absence de mon collègue qui est responsable de la restauration scolaire et donc j'ai pour délégation la culture et le patrimoine. Alors on va dire que dans l'assiette, n'est-ce pas, nous avons l'art culinaire de la Réunion et bien entendu le patrimoine est passé par là aussi. Alors, tout d'abord, je souhaiterais peut-être, pour étendre un petit peu notre réflexion, vous présenter, parce que je pense que l'île de la Réunion est connue certainement de beaucoup d'entre vous, mais sachez que notre île de la Réunion est située à plus de 10 000 km de l'Hexagone et nous sommes évidemment contraints par cet éloignement et par l'étroitesse de notre territoire. En effet, il s'agit d'un territoire de 2500 km², comme vous pouvez l'entendre. La possibilité pour nous d'avoir des terrains agricoles est un peu limitée. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, ces îles qui ont été anciennement colonisées ont des cultures qui sont dominantes. Et la culture dominante à La Réunion est bien entendu la canne à sucre, qui permet effectivement de fabriquer du rhum, du sucre et de l'énergie, donc c'est quand même important. Et il nous reste effectivement à peu près 20 000 hectares pour les terrains agricoles et diversification agricole. Donc la possibilité, j'entends, de pouvoir acheter des terrains agricoles et pouvoir réserver ces terrains agricoles à la production locale est un objectif que nous avons, mais nous sommes quand même très très limités. Et oui, et donc c'est compliqué finalement de produire localement sur... là, il n'y a pas de... Oui, il y a peut-être des PAT intercommunaux, mais alors, ils ont leurs limites géographiques. Nous avons nos limites, mais je tiens quand même à préciser que la ville de Saint-Paul est une ville donc, de 105 000 habitants.
Donc nous avons chaque jour, nous, la restauration scolaire accueille environ 96,4% donc de ces élèves, c'est-à-dire 12 065 élèves. Nous avons un budget annuel de la restauration scolaire qui est de 17, je vous donne quelques chiffres, hein, juste après je passerai au PAT, de 17,74 millions d'euros, soit 11% des dépenses réelles de fonctionnement. Plus de 2 millions de repas produits par an, c'est-à-dire 13 600 repas par jour. Donc vous voyez bien que nous sommes confrontés à une production locale qui est insuffisante, donc nous sommes forcément dépendants et très dépendants de l'importation des denrées alimentaires. Quelle hauteur? On n'a pas ce chiffre. À 60%. 60%. Nous arrivons à peu près à couvrir 40% de nos besoins en termes de production locale. Certes, nous avons... Même Gilles Perrol ne pourrait rien faire là. Alors moi j'ai envie de venir faire une formation chez vous, Gilles, hein, vous le savez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que évidemment 100% bio. Alors nous en sommes aujourd'hui à Saint-Paul. Nous sommes quand même à peu près, je vais vous donner quelques chiffres. Je suis obligée de travailler sur des fiches, hein, excusez-moi, mais je vais y arriver. Alors je vais y arriver. Nous avons... Oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que... Voilà. Il sert à beaucoup de choses, donc Stéphane. Hein, oui. Alors, nous avons je peux vous servir un verre d'eau. Actuellement, en ce qui concerne des produits durables de qualité dans nos assiettes, nous avons 20% de produits durables et de qualité, dont 5% de produits bio, 38% de produits locaux, dont 3% seulement de bio local. Vous voyez, Gilles, qu'on a besoin de venir chez vous et on viendra en Côte d'Azur. Et notre objectif, c'est bien entendu, à partir de 2026, de passer à... Vous voyez, on est encore un peu limité, hein, mais on a des objectifs quand même qui tendent à augmenter ces pourcentages. Donc 30% de produits durables et de qualité, dont 10% de produits bio en 2026. Vous voyez que le fait d'être éloigné, le fait d'être aussi loin de l'Hexagone engendre des problématiques qui sont spécifiques à notre région. Alors, puisqu'on s'entend bien, il faut qu'on résume très très rapidement le fameux PAT du cirque de Mafaté, ou sinon ils vont me tirer les oreilles après à l'AMF, et donc, parce qu'il y a un autre forum derrière. Et celui-là, quand même, Gilles Perrol, il faudrait quand même qu'il aille le visiter, parce que, on va dire, c'est le plus singulier de France entière, comme on dit à La Réunion. Alors on va dire que le cirque de Mafate est une particularité, tout simplement parce que c'est le seul cirque enclavé qu'on ne peut atteindre qu'à pied ou qu'en hélicoptère. Donc voyez-vous, la livraison des denrées alimentaires se fait par rotation d'hélicoptères. Ce sont des rotations hebdomadaires et il est clair que ce PAT de Mafate a une particularité dans ce sens où nous avons été amenés à nous tourner vers les producteurs locaux, alors qui sont dans des ilettes. Donc ce sont des ilettes, il y en a 3. Et nous avons 3 écoles dans le cirque de Mafate, l'école de Roche-Plate, l'école de l'Ilette aux Orangers et nous avons l'école de Marlin. Ceci dit, nous avons quand même la possibilité de travailler avec les producteurs locaux dans ces cirques, dans ces ilettes, puisque nous avons développé, enfin les producteurs ont développé de l'aquaponie, donc ça nous permet d'avoir sur place des productions locales pour les légumes. Nous avons des boulangers également qui travaillent dans les cirques et qui nous permettent, avec ces rotations d'hélicoptères, de faire bénéficier l'ensemble des ilettes d'avoir ce fameux pain frais quand même, et d'autre part les légumes que nous pouvons produire. Nous sommes en concertation avec des associations qui sont dans le cirque et des producteurs également pour étendre davantage la production locale et obtenir davantage de produits frais pour nos élèves mafatais. Merci beaucoup pour cette présentation. Suzelle Boucher, oui, ça va vite. Hein, ça va vite. Mme Arostegui, vous devez nous quitter. Donc, vous êtes la coprésidente. Et donc, quand une coprésidente quitte un forum, elle dit au revoir à tout le monde. Bien entendu, il y a quelques petites obligations. Je plaisante, bien sûr. Alors, je pensais discrètement filer à l'anglaise, comme on dit. 10 minutes. Merci infiniment. Merci. Après l'alimentation durable, il y a le logement qui est un gros sujet, en tout cas au Pays Basque, et donc je vais partager nos problématiques et les solutions que nous envisageons
dans une autre salle. Merci infiniment pour votre invitation, merci pour votre participation. Et j'espère que vous allez trouver quelques solutions pour répondre à, en tout cas, l'expert c'est Gilles. On a bien compris que Monsieur Alimentation Bio, c'est Gilles. Merci à tous. Il vous fera un résumé. Merci beaucoup. Effectivement, les maires sont très occupés pendant le congrès des maires. Ça paraît tellement évident. François Beaupère, vous revenez à cette table. Vous nous avez déjà donc présenté les grands axes de votre association. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est le concept finalement de proximité alimentaire? On en parle beaucoup. Il faut beaucoup d'éléments pour que ça fonctionne. Mais comment vous le voyez, vous, à Terre-en-Ville? Alors la proximité alimentaire, c'est très vite difficile à définir. Je pense que vous l'avez tous dit tout à l'heure en utilisant le même terme, sans doute pas en y mettant la même définition derrière. Ouais. Local, relocalisation, mais il y a un challenge hein, dans ces PAT dont nous, comme Gilles Perrol l'a dit tout à l'heure, nous souhaitons également que l'État continue à porter cette dynamique. Hein. On a aussi porté nous, cette volonté que le ministre s'engage très rapidement pour un nouveau plan de développement de nouveaux projets alimentaires territoriaux sur le territoire, à la fois parce que je pense que ça nous permettra, en couvrant de plus en plus le territoire, de poursuivre cette dynamique. Alors la relocalisation, c'est le maître mot dans tous les PAT. Le local, produits durables, produits bio, sont finalement le maître mot derrière. Il ne faut pas se le cacher. Local, c'est à la fois... pour les produits primaires qui n'ont pas de besoin de transformation, c'est souvent la commune, la Comcom. Mais local, c'est aussi les filières longues de proximité qui sont à un niveau régional. Il faut savoir que je préfère quand même qu'on retrouve le poulet label que je produis, même à 60 km ou 100 km, plutôt que de voir du poulet importé. Je crois que là-dessus, c'est le maître mot qu'on doit avoir. Ce qui nous ramène toujours à notre problématique que vous avez tous mis en avant tout à l'heure. Des marchés. Ben oui, le marché, c'est finalement comment on est capable d'écrire le cahier des charges qui va bien et qui nous permet de choisir. J'ai apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure en disant vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, mais pas comme vous voulez. Ouais. Et il faudrait qu'on puisse sortir de ce dogme et vous donner la liberté finalement d'achat, parce que je crois que dans cette relocalisation, il faut qu'on arrête de se cacher derrière des nécessités de créer une association qui va, pourquoi pas, porter une prestation. Je crois que le maître mot, c'est d'abord l'aliment, le produit et son origine. Et donc la notion de local est très forte pour nous, même avec une définition assez large. Et je crois que là-dessus, il faut... Alors il y a un petit sujet quand même derrière qui est important. Quand on relocalise, on a un sujet, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet de logistique. Si on a 6 producteurs du territoire et que on laisse venir chacun avec leur camionnette, il faut qu'on calcule aussi l'impact carbone. Hein. Donc parfois, c'est aussi de réorganiser cette nouvelle logistique pour collecter ces produits. Et c'est un travail qui se fait pas, qui ne se décrète pas à la première ouverture du marché, mais qui se crée au fur et à mesure, qui s'améliore au fil du temps. Je crois que là-dessus, on l'apprend en marchant. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est garder cette volonté de diminuer les impacts carbone, parce que je l'avais dit en exemple, parfois on ne peut pas le mettre, l'impact carbone, dans le calcul ou dans les critères de choix des marchés publics, parce qu'ils impactent peu. Parfois, le calcul de l'impact carbone d'un camion de carottes qui traverse la France entière, je dis bien la France seulement, est moins élevé que les 6 producteurs qu'on collecte en local. Donc il faut se méfier de ce point. Ça n'est pas un critère discriminant, c'est un critère de choix. Voilà, il appartient, il est avec le produit. Mais gageons que demain, on trouve un peu cette logistique idéale de relocalisation. On pense logistique, Gilles Perrol, dans les PAT. Enfin, je ne sais plus où sont les micros. C'est vrai. Quelqu'un a volé le troisième micro. Oui, effectivement, la logistique, c'est primordial parce que... à double titre, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas multiplier, si chacun fait son trajet, ça multiplie les transports, ça multiplie l'impact carbone, et c'est aussi le temps que passeraient des agriculteurs à livrer leur propre production. Donc c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les PAT, et on essaye d'être innovant
je sais que c'est Frédéric Marchand qui m'a pris ça, qui a un Blablacar de la logistique maintenant. Donc je pense qu'il faut inventer de nouveaux modèles. Dans les territoires très ruraux, il y a des bus qui circulent, il y a la poste qui circule. Et il faut optimiser, effectivement. Et c'est sur les territoires qu'on peut construire ces solutions. Ça ne va pas se décréter au niveau national parce que ça doit être en cohérence avec les contraintes et les possibilités du territoire. Vous le saviez ça, monsieur Père? Ok, avec il y avait déjà non, mais on a retrouvé le. Restez avec moi, on va conclure bientôt, donc bon voilà. Non, mais tout à fait. Je crois que il nous faut chercher des solutions locales, et c'est pas des systèmes qui se décréteront par une loi ou quoi que ce soit. C'est vraiment la réflexion pertinente au niveau du PAT et de ce qui l'entoure. On réfléchit à comment on veut manger demain, et puis après on met en œuvre l'achat, son transport, sa mise en œuvre. Je crois que certains ont dit on a aussi redonné finalement derrière ces réflexions chez les chefs cuisiniers de la restauration collective, on leur a redonné le goût, le nouveau goût d'entreprendre, de refaire des recettes avec des produits locaux, avec des produits bio. Ceux qu'ils avaient perdus en ouvrant vulgairement des barquettes en plastique et en mettant à chauffer il y a 20 ans, quoi. Et ça, c'est très important aussi. Il y a même des communes qui travaillent avec des restaurateurs privés, d'ailleurs, en passage. Oui, tout est possible. Il y a à Saint-Bonnet-le-Froid, il y a une cantine dans un 3 étoiles, chez Francis Marcon. Quel bonheur. On va prendre 2-3 petites, grandes, mais petites, puisqu'il reste 4-5 minutes. Et il coupe le micro. Hein. C'est un peu dur. Bonjour, donc Philippe Landuré, je suis maire de Quévert et vice-président à Dinan Agglomération en charge de la prospective et de la transition écologique. Dinan Agglomération, c'est les Côtes d'Armor. Et donc nous avons un plan climat air énergie du territoire et le PAT fait vraiment partie des actions phares du plan climat. Il y a un point qui me paraissait important, je ne sais pas si on l'avait évoqué, je ne crois pas, c'est la pérennité aussi des aides en termes de... Donc, Quévert, c'est une commune de 3500 habitants, et la mise en place de la cantine à 1 euro, pour nous, ça a été vraiment un outil qui nous a permis de rester dans la trajectoire Egalim 2, parce qu'on a eu beaucoup d'arbitrage à faire par rapport à l'augmentation des denrées, à l'inflation, et on s'est appuyé dessus pour maintenir l'objectif. Sans doute, alors je ne sais pas si l'AMF a une position par rapport à ça, mais on n'a pas de lisibilité sur ce dispositif au-delà de la question de la mandature actuelle. Est-ce qu'il y a une position, quelque chose qui est pris, mais il y a un dispositif qui existe. Des fois, c'est bien de le garder pour pouvoir se donner de la lisibilité, quoi. Merci. Alors effectivement, ce dispositif de la cantine à 1 euro est intéressant. Il est réservé aux territoires ruraux. Pour l'AMF, c'est une difficulté puisque il y a des territoires urbains qui auraient aussi besoin d'être aidés pour proposer cette cantine à 1 euro, puisque le principe, c'est qu'on facture 1 euro à la famille et l'État, alors j'ai un trou de mémoire, Sébastien, complète jusqu'à hauteur de 3 ou de 4 ? Jusqu'à 3. Donc complète 3 pour l'instant, et ça va augmenter, donc c'est la DGL qui parle, donc j'en profite. Merci Frédérica. Mais effectivement, il faut savoir que c'est, en tout cas pour tous les maires en territoire rural, c'est un dispositif qui n'utilise pas toute l'enveloppe qui lui est affectée. Donc profitez sur les territoires ruraux pour demander cette aide à la cantine à 1 euro. Et on souhaiterait bien que ça soit étendu au territoire urbain, pour aider à financer les tarifs les plus bas. Oui, Emmanuel Delmotte, maire de la commune de Châteauneuf-Grasse, c'est le voisin de Montessartou, donc on a de la chance, et vice-président de la communauté d'agglomération de Sophie Antipolis. Juste pour rappeler sur les PAT, l'importance des PAT, c'est le diagnostic. Donc quand vous faites un diagnostic sur les PAT, on en est au 3e, surtout mettez tout le monde du territoire autour de la table, chambre d'agriculture, commerçants, toutes les interventions et les chambres de métier. Pourquoi ? Parce que le diagnostic territorial sur notamment les équipements, parce que quand on discute avec les agriculteurs et qu'on va réinventer l'eau chaude, en gros c'est ça, les PAT, c'est réinventer ce qu'on faisait avant, et c'est important d'avoir des diagnostics fiables. Merci à tous. Merci pour... voilà. En 30 secondes. Oui, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même préciser, parce que la question qui a été posée tout à l'heure, moi, je n'ai pas eu le temps de l'aborder. Effectivement, nous sommes, nous aussi, à la cantine à 1 euro. Et ce n'est pas seulement la partie rurale de la ville qui est concernée, c'est l'ensemble de la ville. Alors, nous le faisons de façon progressive et nous espérons, bien sûr, arriver à ce que toutes les familles puissent bénéficier de ce tarif. Et enfin, deuxième, pour répondre à M.
monsieur qui vient d'intervenir, nous avons effectivement autour de la table tous les acteurs de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture, la région, le département, et nous faisons comme ceci, justement, ce fameux diagnostic dont vous parlez, et nous l'avons fait tout récemment, le 9 novembre. Voilà, merci. Là, hop, je fais un peu de sport, c'est bien aussi. Bonjour. Oui, bonjour, Valérie Zulian, maire de Moiran, une commune de 7500 habitants dans l'Isère. Je voulais rebondir sur cette question de la cantine à 1 euro. Aujourd'hui, on l'a mis en place sur le territoire et ça fait des coûts pour les familles. On est parti de 0,85 centimes suivant les différentes strates identifiées et les capacités financières des familles, jusqu'à et systématiser le 5% de réduction pour tous qui nous semblait important aujourd'hui. Moi, je voulais juste rebondir sur un point. Aujourd'hui, la ville de Moiran a candidaté avec l'intercommunalité, le Pays Voironnais, et un groupement foncier agricole et Terre de Liens, une association, pour un projet commun. Alors, on est 27 candidats. Aujourd'hui, on ne sait pas, on le saura dans quelques jours, si pour mettre en place, effectivement, sur un tènement foncier de 23 hectares, pour savoir, effectivement, pour monter un projet alimentaire interterritorial. Aujourd'hui, moi, la question que je me pose en tant que maire d'une commune de Moiran sur un territoire qui est très fertile, aujourd'hui, on a il y a une volonté de préempter ces terrains communaux pour un projet partagé. Pour nous, effectivement, ça a du sens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il advient des terrains communaux en regard des questionnements des habitants aussi? Et comment on peut préserver dans l'avenir ces terrains et avoir une garantie dans ce sens-là? Merci. De m'agiter comme ça à côté de vous. Il y a DGAL, et vous avez vu, qui est là. Donc, c'est jamais. Excusez-moi, madame. Vous êtes repérée, ça y est. J'ai juste une dernière. Et Gilles Perrol, après, vous concluez, pardon. Vous êtes loin, madame. Hein, venez vers moi un petit peu. Voilà, vous serez la dernière. Mais en 30 secondes. Hein. Oui, bien sûr. Alors, bonjour, je suis Claudette Klein, élue à la ville de Saint-Denis. Donc, j'ai la délégation de la restauration scolaire. Alors, la ville de Saint-Denis compte quand même 153 000 habitants et nous faisons à manger aux enfants pour plus de 18 000 par jour. Alors, ce qui n'est pas... c'est très compliqué, mais on y arrive. Et on est passé à la cantine gratuite il y a à peu près le mandat de l'année dernière. Hein. Et sur les 10 tranches... il nous reste à peu près une tranche et demie pour que tous les enfants soient égaux. Hein, et ça donne un pouvoir d'achat surtout pour les familles. C'était un témoignage, donc. Voilà, ça aussi. Et la question aussi, c'est on doit travailler plus sur justement comment, parce que comme disait la dame, le collègue de Saint-Paul, on est une île et donc forcément on n'a pas les ressources sur place. Mais sur la ville de Saint-Denis, on a quand même des poches agricoles que nous travaillons là-dessus pour pouvoir mettre en place l'agriculture de circuit court. Territoire résilient, comme on dit. Gilles Perrol. On a 30 secondes pour terminer, monsieur le coprésident. Oui, non. On a passé un bon moment. Oui. Je pense qu'on a passé un moment. Je préférais laisser le temps aux questions plutôt qu'une longue conclusion. Ne me mettez pas en difficulté. Non. Je pense qu'on a abordé. Moi, je tenais à ce qu'il y ait ce forum sur l'alimentation. On a parlé en commission alimentation, restauration scolaire. C'est une commission de l'AMF d'ailleurs où vous êtes les bienvenus pour travailler avec nous tout au long de l'année sur ces sujets. Plus qu'important, hein, puisqu'il n'y a rien de plus transversal que l'alimentation dans une collectivité. On fait de l'éducation, on fait de la santé, on fait de l'urbanisme, on fait à manger, bien sûr, et on fait du social, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet, mais les PAT, ils travaillent aussi sur la réduction de la précarité alimentaire. En ce moment, c'est particulièrement important et c'est un vrai sujet que peuvent travailler les PAT. Donc, merci à tous de votre présence. Ouais, c'est un débat sans fin, l'alimentation, donc on en parlera encore. Sans fin, c'est le cas de le dire, effectivement. Bravo.
Merci à l'ensemble des intervenants pour ce beau forum. Et donc, on poursuit le débat, bien entendu, au sein des instances, notamment de l'AMF avec Gilles Perrol. Merci beaucoup.